mémoire et justice. Le simple rappel de ces exemples livrés dans le désordre suffit pour montrer que, dans la sphère de la vie publique non plus, tous les rappels du passé ne sont pas également admirables. Celui qui nourrit l'esprit de vengeance ou de revanche suscite, en tous les cas, quelques réserves. On peut légitimement préférer le geste du président polonais Lech Wałęsa, qui a invité pour commémorer le 50e anniversaire de l'insurrection de Varsovie les représentants des gouvernements allemands et russes. Le temps de la division et de la confrontation est arrivé à sa fin. La question qui se pose alors est: existe-t-il un moyen pour distinguer à l'avance les bons et les mauvais usages du passé? Ou, si l'on remonte à la constitution de la mémoire par à la fois conservation et sélection d'informations, comment définir les critères nous permettant d'opérer une bonne sélection? Ou devons-nous déclarer que ces questions ne peuvent recevoir de réponse rationnelle et nous contenter de geindre sur la disparition d'une tradition collective contraignante qui se charge de sélectionner certains faits et d'en rejeter d'autres? Nous résigner donc à l'infinie diversité des cas particuliers. Une manière que nous pratiquons quotidiennement de distinguer les bons usages des abus consiste à nous interroger sur leurs résultats et à juger à l'aune du bien et du mal les actes qui se prétendent fondés sur la mémoire du passé. Préférer par exemple la paix à la guerre. Mais on peut aussi, et c'est l'hypothèse que je voudrais explorer ici, fonder la critique des usages de la mémoire dans une distinction entre plusieurs formes de réminiscence. L'événement recouvré peut être lu soit de manière littérale, soit de manière exemplaire. Ou bien cet événement, mettons un segment douloureux de mon passé ou de celui du groupe auquel j'appartiens, est préservé dans sa littéralité, ceci ne veut pas dire sa vérité, il reste un fait intransitif, ne conduisant pas au-delà de lui-même. Les associations qui se greffent là-dessus se situent dans sa contiguïté directe. Je relève les causes et les conséquences de cet acte, je découvre toutes les personnes qu'on peut rattacher à l'auteur initial de ma souffrance, et je les accable à leur tour. J'établis aussi une continuité entre l'être que j'ai été et celui que je suis maintenant, ou le passé et le présent de mon peuple, et j'étends les conséquences du traumatisme initial à tous les moments de l'existence. Ou bien, sans nier la singularité de l'événement même, je décide de l'utiliser, une fois recouvré, comme une instance parmi d'autres dans une catégorie plus générale, et je m'en sers comme d'un modèle pour comprendre des situations nouvelles avec des agents différents. L'opération est double. D'une part, comme dans le travail d'analyse ou de deuil, je désamorce la douleur causée par le souvenir en le domestiquant et en le marginalisant. Mais d'autre part, et c'est en cela que notre conduite cesse d'être purement privée et entre dans la sphère publique, j'ouvre ce souvenir à l'analogie et à la généralisation. J'en fais un exemplum et j'en tire une leçon. Le passé devient donc principe d'action pour le présent. Dans ce cas, les associations que j'évoque dans mon esprit relèvent de la ressemblance et non plus de la contiguïté, et je ne cherche plus tant à assurer ma propre identité qu'à justifier mes analogies. On dira alors que, dans une première approximation, la mémoire littérale, surtout poussée à l'extrême, est porteuse de risques, alors que la mémoire exemplaire est potentiellement libératrice. Toute leçon n'est bien entendu pas bonne. Elle se laisse cependant toute évaluer à l'aide des critères universels et rationnels qui sous-tendent le dialogue humain, ce qui n'est pas le cas des souvenirs littéraux et intransitifs, incommensurables entre eux. L'usage littéral qui rend l'événement ancien indépassable revient en fin de compte à soumettre le présent au passé. L'usage exemplaire, en revanche, permet d'utiliser le passé en vue du présent, de se servir des leçons des injustices subies pour combattre celles qui ont cours aujourd'hui, de quitter le soi pour aller vers l'autre. J'ai parlé de deux formes de mémoire, car chaque fois, on garde une part du passé. Mais l'usage commun tendrait plutôt à les désigner par deux termes distincts qui seraient pour la mémoire littérale, mémoire tout court, et pour la mémoire exemplaire, justice. La justice naît en effet de la généralisation de l'offense particulière, et c'est pourquoi elle s'incarne dans la loi impersonnelle appliquée par un juge anonyme et mise en œuvre par des jurés qui ignorent la personne de l'offenseur comme de l'offensé. Les victimes souffrent, bien sûr, de se voir réduites à n'être qu'une instance parmi d'autres de la même règle, alors que l'histoire qui leur est arrivée est absolument unique. Et elles peuvent, comme le font souvent les parents des enfants violés ou assassinés, regretter que les criminels échappent à la peine exceptionnelle, la peine de mort. Mais la justice est à ce prix, et ce n'est pas par hasard qu'elle n'est pas appliquée par ceux-là même qui ont subi l'offense. C'est la désindividuation, si l'on peut dire, qui permet l'avènement de la loi. L'individu qui ne parvient pas à accomplir ce qu'appelle le travail de deuil, qui ne réussit pas à admettre la réalité de sa perte, à s'arracher au choc douloureux qu'il a subi, qui continue de vivre son passé au lieu de l'intégrer dans le présent, qui est dominé par le souvenir sans pouvoir le domestiquer,
et c'est à des degrés divers le cas de tous ceux qui ont vécu dans les camps de la mort, cet individu est évidemment à plaindre et à secourir. Il se condamne involontairement lui-même à la détresse sans issue, sinon à la folie. Le groupe qui ne parvient pas à s'arracher à la commémoration lancinante du passé, d'autant plus difficile à oublier qu'il est plus douloureux, ou ceux qui, au sein de ce groupe, l'incitent à vivre ainsi, méritent moins la sympathie. Cette fois-ci, le passé sert à refouler le présent, et ce refoulement n'est pas moins dangereux que l'autre. Tous ont le droit de recouvrer leur passé, certes, mais il n'y a pas lieu d'ériger un culte de la mémoire pour la mémoire. Sacraliser la mémoire est une autre manière de la rendre stérile. Une fois le passé rétabli, on doit s'interroger. De quelle manière s'en servira-t-on et dans quel but? Singulier, incomparable, superlatif. Nombreux sont pourtant ceux qui refusent la mémoire exemplaire. Leur argument habituel est « l'événement dont nous parlons est absolument singulier, parfaitement unique, et si vous cherchez à le comparer à d'autres, cela ne peut s'expliquer que par votre désir de le profaner, ou bien encore d'en atténuer la gravité. » Cet argument est particulièrement fréquent dans le débat sur le judéocide perpétré par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale, sur ce qu'on appelle aussi, pour en souligner la singularité, l'Holocauste ou la Shoah. Il m'est arrivé ainsi en décembre 1993 de me rendre à un congrès organisé par le musée d'Auschwitz en Pologne et portant sur l'unicité et l'incomparabilité de l'Holocauste. Dire qu'un événement comme le judéocide est à la fois singulier et incomparable est une affirmation qui en cache probablement une autre, car elle est prise à la lettre, ou trop banale, ou trop absurde. En effet, chaque événement, et non seulement le plus traumatisant de tous, est absolument singulier. Pour rester dans le registre de l'horrible, n'est-elle pas unique la destruction presque intégrale de la population de tout un continent, l'Amérique, au XVIe siècle? N'est-elle pas unique la réduction massive à l'esclavage de la population d'un autre continent, l'Afrique? L'enfermement de 15 millions de détenus dans les camps staliniens n'est-il pas unique? On pourrait ajouter du reste que, si on les examine de suffisamment près, les événements joyeux ne sont pas moins uniques que les horreurs. À moins d'entendre d'un autre côté, par comparaison, identité ou au moins équivalence, on voit mal au nom de quel principe admis dans le débat public on pourrait rejeter toute comparaison d'un événement avec un autre. Je parle de débat public, car il est clair que dans d'autres circonstances, l'usage de la comparaison peut se révéler inconvenant, voire offensant. On n'ira pas dire à une personne qui vient de perdre son enfant que sa peine est comparable à celle de beaucoup d'autres parents malheureux. Il faut insister là-dessus, et ne pas négliger ce point de vue subjectif. Pour l'individu, l'expérience est forcément singulière, et du reste, la plus intense de toutes. Il y a une arrogance de la raison, insupportable à l'individu, qui se voit dépossédé de son expérience et du sens qui lui est accordé au nom des considérations qui lui sont étrangères. On comprend aussi que celui qui est engagé dans une expérience mystique refuse par principe toute comparaison appliquée à son expérience, voire tout usage du langage à son propos. Elle est et doit rester indicible et irreprésentable, incompréhensible et inconnaissable, car sacrée. Ces attitudes méritent en elles-mêmes le respect, mais elles sont étrangères au débat rationnel. Pour celui-ci, en revanche, la comparaison, loin d'exclure l'unicité, est le seul moyen de la fonder. Comment, en effet, affirmer qu'un phénomène est unique si je ne l'avais jamais comparé à rien d'autre? Nous ne voulons pas être comme cette épouse d'Uzbek dans les lettres persanes de Montesquieu, qui lui dit dans un même souffle qu'il est le plus beau des hommes et qu'elle n'en a jamais vu d'autre. Qui dit comparaison dit ressemblance et différence. Parlons des méfaits du nazisme, plusieurs comparaisons viennent à l'esprit, et elles nous permettent toutes, bien qu'à des degrés divers, d'avancer dans sa compréhension. Certaines de leurs caractéristiques se retrouvent dans le génocide des Arméniens, d'autres dans les camps soviétiques, d'autres encore dans la réduction des Africains à l'esclavage. Il y a bien entendu quelques précautions à prendre, mais elles ne quittent pas le domaine du bon sens. Il est clair, par exemple, qu'il ne faut pas confondre les réalités historiques, régime hitlérien et régime stalinien pour nous en tenir à cet exemple particulièrement sensible, et les représentations idéologiques que ces mêmes régions ont choisi de donner d'eux-mêmes. C'est une chose que de comparer deux doctrines, nazisme et léninisme, une toute autre, Auschwitz et Colima. On rappellera aussi que comparer ne signifie pas expliquer, par une relation causale, encore moins excuser. Les crimes nazis ne s'expliquent pas par les crimes staliniens, pas plus que l'inverse. Et comme on l'a souvent dit, l'existence des uns ne rend nullement la perpétration des autres moins coupable. L'ouverture des archives secrètes soviétiques, dont on a déjà un avant-goût, nous apprendra certainement beaucoup au sujet de la complicité secrète qui unissait ces deux régimes dans les années 30 de notre siècle. La condamnation de chacun de leurs crimes n'en demeure pas moins absolue.
Si l'on croyait vraiment qu'un événement comme le judéocide se caractérisait par son unique singularité, qu'il était incomparable à tout autre événement passé, présent ou futur, on serait en droit de dénoncer les amalgames pratiqués ici ou là, mais non de s'en servir comme d'un exemple de cette iniquité dont on doit aussi combattre les autres instances, ce qu'on ne manque pourtant pas de faire. Il est impossible d'affirmer à la fois que le passé doit nous servir de leçon et qu'il est absolument incomparable avec le présent. Ce qui est singulier ne nous enseigne rien du tout pour l'avenir. Si l'événement est unique, on peut le garder en mémoire et agir en fonction de ce souvenir, mais il ne peut être utilisé comme clé à une autre occasion. Réciproquement, si nous lisons dans un événement passé une leçon pour le présent, c'est que nous reconnaissons aux deux des traits communs. Pour que la collectivité puisse tirer profit de l'expérience individuelle, elle doit reconnaître ce que celle-ci peut avoir en commun avec d'autres. Proust, grand spécialiste de la mémoire, avait bien repéré cette distribution. « On ne profite d'aucune leçon », écrivait-il, parce qu'on ne sait pas descendre jusqu'au général et qu'on se figure toujours se trouver en présence d'une expérience qui n'a pas de précédent dans le passé. Ces principes semblent aller de soi. Mais nous savons tous que lorsqu'ils se trouvent appliqués au nazisme, les passions se déchaînent et les désaccords sont légion. D'un côté, on affirme, comme je le lisais récemment dans un petit texte diffusé par une fédération de déportés en France, « Le système nazi n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Il ne peut être comparé à aucun autre régime, si totalitaire et même sanguinaire soit-il. » De l'autre, on brandit la possibilité de la comparaison, comme s'il s'agissait d'une justification, d'une minimisation de ce qui a été accompli. C'est que, de toute évidence, ce n'est pas d'un débat abstrait sur la méthodologie scientifique qu'il s'agit ici. Mais de quoi? Quand on parle d'une qualité singulière, ce qu'on a en vue le plus souvent est en réalité une qualité superlative. On affirme que c'est là le plus grand ou le pire crime de l'histoire de l'humanité. Ce qui, soit dit en passant, est un jugement ne pouvant résulter que d'une comparaison. À notre époque, l'hitlérisme est apparu comme une incarnation parfaite du mal. Comme le dit encore ce même texte de la Fédération des déportés, il demeure le symbole de l'horreur absolue. Ce triste privilège fait que tout autre événement que l'on peut lui comparer est perçu à son tour par rapport à ce mal absolu. Ce qui, selon le point de vue auquel on se place, celui de l'hitlérisme ou celui du stalinisme, prend deux significations opposées. Du côté hitlérien, tout rapprochement est perçu comme une excuse, du côté stalinien comme une accusation. En réalité, les choses sont un peu plus complexes, car il faut distinguer dans chaque camp les bourreaux et les victimes. Ou plus exactement, car le passage du temps fait que nous avons de moins en moins affaire aux victimes et aux bourreaux réels, les groupes qui, pour des raisons d'appartenance nationale ou idéologique, se reconnaissent, serait-ce inconsciemment, dans l'un ou l'autre rôle. Ce qui nous amène à distinguer entre quatre réactions typiques face au rapprochement entre Auschwitz et Colima, les bourreaux des uns se trouvant paradoxalement rapprochés des victimes des autres. 1. Les bourreaux côté hitlérien sont pour le rapprochement, car il leur sert d'excuse. 2. Les victimes côté hitlérien sont contre le rapprochement, car elles y voient une excuse. 3. Les bourreaux côté stalinien sont contre le rapprochement, car ils y voient une accusation. 4. Les victimes côté stalinien sont pour le rapprochement, car il leur sert d'accusation. Bien entendu, il y a des exceptions à ce déterminisme psychopolitique, et j'y reviendrai. Mais dans une première approximation, il y a beaucoup de chances que nous puissions deviner l'opinion d'une personne sur le sujet si nous savons dans quel groupe elle se reconnaît. Pour les dissidents et opposants au régime communiste, dans les décennies précédentes, par exemple, le rapprochement allait de soi, au point que l'actuel président de la Bulgarie, Yeliou Yelev, alors obscur chercheur en histoire et sciences politiques, s'était contenté d'écrire, pour combattre le régime communiste en Bulgarie, un ouvrage intitulé « Le fascisme » et consacré au mouvement politique des années 30 en Europe occidentale. La censure officielle avait parfaitement compris le sous-entendu et interdit le livre. À la suite de quoi, Yelev avait été licencié de son emploi. Dans sa préface à la réédition du livre en 1989, après la chute des régimes communistes, Yelev, qui peut maintenant appeler un chat, continue de parler de la coïncidence absolue des deux variantes du régime totalitaire, la version fasciste et la nôtre communiste. S'il faut à tout prix constater une différence, elle sera en faveur du fascisme. Non seulement les régimes fascistes ont péri plus tôt, mais ils ont été instaurés plus tard, ce qui vient prouver qu'ils ne sont qu'une pâle imitation, un plagiat du régime totalitaire véritable, authentique, parfait et accompli. Ceux qui se sentent proches des thèses ou des pouvoirs communistes, à l'Est comme à l'Ouest, sont contre le rapprochement, tout comme ceux qui se reconnaissent dans les victimes juives de l'hitlérisme. Les Allemands, pour leur part, peuvent se projeter dans les deux types d'attitudes provoquées par l'hitlérisme et valoriser, comme l'a illustré la récente querelle des historiens, soit les ressemblances, soit les différences entre les deux régimes. Les groupes 2 et 3 sont donc du côté de la mémoire littérale, les groupes 1 et 4
de celui de la mémoire exemplaire.